inviter Isaline, qui est donc la lauréate de ce prix, à se joindre à moi. Isaline, donc n'hésite pas à connecter ta caméra et ton micro. Je sais que tu étais là il y a quelques instants, puisque c'est toi qui vas ouvrir le webinaire de ce matin. Voilà. Bonjour Isaline. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais rappeler le titre de ton mémoire de master en sciences de gestion que tu as défendu à l'école de gestion de l'Université de Liège, qui est intitulé, bon, j'ai pris la traduction en français, Oui, se très bien. différencier des mécanismes de la finance classique, le défi clé des gestionnaires d'impact. Tu as eu comme promotrice Virginie Auffler, qui est professeure à HEC Liège. Et je vais te laisser nous expliquer tout ça pendant 3 minutes. Je vais disparaître et je reviendrai juste après pour donner la parole à Luc Van Liedekerk. À tout de suite. Oui, à tout de suite, merci. Et bonjour à tous. Donc voilà, je pense que c'est devenu évident que le monde de la finance avait un rôle clé à jouer pour soutenir la transition vers une économie plus soutenable. Et de plus en plus d'investisseurs en sont conscients et veulent que leur capital soutienne des projets avec une plus-value sociale ou environnementale forte. Donc ces investisseurs peuvent par exemple confier leur argent à un fonds dit d'impact investing. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Je vous invite à regarder le schéma qui s'affiche à l'écran. Donc comme dans un fonds d'investissement classique, des investisseurs vont confier leur argent à un gestionnaire de fonds et après plusieurs années, à la clôture du fonds, l'investisseur récupère son argent. Et c'est là que dans un fonds classique, il espère que les différents investissements auront permis de faire fructifier son capital. Et donc alors, pour récompenser le gestionnaire de fonds, qui aura permis de générer un maximum de profit, le mécanisme classique dans le monde de la finance, eh bien, c'est d'octroyer au gestionnaire un certain pourcentage des gains qui ont été réalisés avec l'argent de l'investisseur. Donc une sorte de prime variable en fonction de la performance financière. Et en fait, en réalité, c'est aussi ce mécanisme qui est utilisé dans les fonds à impact. Pourtant, si vous vous souvenez, en impact investing, ce que veut l'investisseur, c'est de voir que son argent a effectivement permis de générer un impact sociétal fort. Et donc, c'est là qu'interviennent mes recherches, car j'ai eu l'occasion de travailler avec un gestionnaire de fonds d'impact qui m'a demandé comment il pourrait envisager un système de rémunération variable qui corresponde mieux aux attentes de leurs investisseurs. Et donc, en fait, j'ai constaté qu'ils n'étaient pas les seuls à s'être posé la question et certains fonds ont même déjà implémenté un système de rémunération lié à leur performance sociétale. Et donc, j'ai interrogé une vingtaine d'acteurs en impact investing pour comprendre exactement comment instaurer un tel système qui est assez novateur et surtout pour évaluer leur perception de ce mécanisme. Et j'ai pu mettre en avant 3 constats clés que je vais illustrer par un exemple simple. Donc, prenons par exemple un fonds d'investissement dont l'objectif est de soutenir des projets d'économie locale. On peut par exemple imaginer que le gestionnaire de fonds aura sa prime si le fonds permet la création de 50 emplois localement. Et donc le gestionnaire, et là c'est mon premier constat, sera particulièrement attentif à cet objectif de création d'emplois, à cet objectif d'impact, et il sera particulièrement motivé à réaliser. Et le problème, et c'est mon second constat, c'est que mesurer l'impact est quelque chose de très complexe et ça implique notamment de traduire de manière quantitative des éléments parfois plus qualitatifs. Par conséquent, et c'est mon troisième constat, un mécanisme de rémunération qui serait basé sur la performance impact peut avoir des effets pervers. Donc pour reprendre mon exemple, on peut constater par exemple que 200 emplois ont bel et bien été créés, ce qui laisse donc entendre que l'objectif est atteint. Mais s'il s'agit d'emplois précaires, dans des conditions de travail difficiles, alors on peut se demander s'il s'agit réellement de l'objectif qui était recherché. Et donc pour conclure, mes recherches montrent qu'un mécanisme de rémunération lié à l'impact est intéressant, ne serait-ce que parce qu'il ramène l'impact au cœur des discussions, mais c'est aussi complexe, sa mise en place est complexe et elle nécessite une réflexion à la fois rigoureuse, mais aussi subtile et flexible, puisqu'il s'agit de prendre en compte la notion d'impact qui est beaucoup plus subtile et beaucoup plus vaste que la notion de performance financière, qui est nettement plus univoque et stricte. Donc voilà pour mes recherches et mes 3 constats. Et je suis à l'écoute des questions, réactions que vous pourriez avoir.
Merci beaucoup Isaline. Alors effectivement, on va attendre les questions qui ne vont certainement pas tarder à arriver dans le chat. Mais je vais tout d'abord donner la parole au président de ce jury en Sustainable and Responsible Finance, qui est Luc Van Liedekerk, qui nous a rejoint. Alors Luc, vous êtes, je vous présente en 2 mots, hein, diplômé en sciences économiques, docteur en philosophie. Vous êtes professeur à l'université d'Anvers et à la KU Leuven, où vous êtes responsable du BASF Deloitte Iliad Chair on Sustainability. Et on avait envie d'avoir évidemment votre avis en tant que président du jury sur ce qui vous a particulièrement plu dans le travail d'Isaline. Oui, merci bien et bonjour tout le monde. Donc, je vais être très bref. Donc, disons que l'idée de regarder de plus près la notion d'impact, c'est très important. Donc, il faut compter que maintenant, chez nous en Flandre, la plupart des investissements de fonds sont déjà éthiquement responsables, disons. C'est ce qu'on dit. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est quoi l'impact spécifique de ces fonds? Donc, comment mesurer? Et en fait, ce qu'on a très bien apprécié, c'est ce mémoire a vraiment un potentiel d'application important, je trouve, puisqu'elle a travaillé avec des gens qui le font chaque jour, qui sont rémunérés. Naturellement, avant, c'était rémunéré de manière financière. Et maintenant, si on veut vraiment faire un pas en avant et prendre l'impact vraiment au sérieux, il faut une autre rémunération. Et naturellement, ce qu'Isaline a très bien montré, que c'est complexe et en même temps c'est faisable. C'est complexe et faisable et on doit faire des pas en avant. Et là, je trouve que c'est déjà une bonne piste pour faire des pas en avant, pour mieux mesurer et impliquer l'impact social qu'un fonds a dans la rémunération de ce fonds. Merci Luc, merci beaucoup. On vous retrouvera évidemment un petit peu plus tard. Alors on va passer aux questions-réponses et voilà, il y a une question de Thomas Isaline qui nous demande: avez-vous trouvé des amorces de réponse aux défis que vous avez analysés? Oui, alors déjà dans les gestionnaires de fonds que j'ai interrogés, il y en a plusieurs qui ont déjà mis en place ce mécanisme et donc qui ont eux fini par trouver des réponses. Alors ce qui est compliqué, c'est que c'est pas très carré comme réflexion. Finalement, c'est très subtil, comme je l'ai dit, et donc ce sera un peu libre à chacun. Et je pense qu'il faut des mesures d'impact, il y en a plein qui existent, ça se développe de plus en plus, mais c'est encore à un stade très précoce. Et donc, je pense qu'il y a moyen de s'inspirer de tout ça, et j'amorce un peu une réflexion dans ce sens-là dans mon mémoire, mais de s'inspirer de tous ces outils qui existent et de prendre les bonnes pratiques qui sont propres à un fonds précis, parce que ça va dépendre de la relation qu'ils ont avec leurs investisseurs, ça va dépendre de l'impact qu'ils recherchent. Mais donc voilà, il y a déjà des indicateurs. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une réflexion de fond quand on est motivé par l'impact sociétal ou environnemental. Et il faut tenir compte de tous ces éléments-là pour faire une recette un peu personnelle qui correspond à la thèse du fond, quoi, et à leurs valeurs. Alors, je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent. Alors, un petit mot peut-être, bon, on va attendre Ah voilà, ici, une seconde question de Thomas Van Kraan qui nous dit: avez-vous pu déterminer dans quelle mesure l'inclusion des valeurs d'impact ont eu un effet sur les décisions d'investissement? Non, moi j'ai fait une recherche très qualitative, donc c'était plutôt, comme on est à un stade très précoce, finalement comment est-ce qu'on peut faire et quels sont les dangers qui ont été identifiés. Mais donc, ce qui est ressorti, c'est que ça a plusieurs avantages, parce qu'en fait, finalement, le fait d'avoir scellé ces objectifs d'impact, ça fait qu'à chaque fois, c'est des objectifs qui vont revenir dans les discussions et auxquels on va faire particulièrement attention. Mais oui, je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent dans le chat. Mais donc voilà, on est encore au tout début, donc je pense que ça a surtout le mérite de la réflexion et d'engager toutes les parties prenantes autour de cette question et de mettre un réel focus sur l'impact. Oui. Alors, vous avez parlé d'effets pervers possibles. Est-ce lié à l'obligation de mesurer de manière quantitative ou d'autres facteurs? Il y a une illustration que tu pourrais donner, une recommandation pour éviter ces effets pervers?
Ben, je pense que pour éviter les effets pervers, la clé, c'est un peu la flexibilité dont je parlais. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui va être déterminé, mais c'est difficile, la notion d'impact est trop subtile que pour avoir un mécanisme qui est aussi clair qu'avec la performance financière. Et donc moi je pense qu'il y a toujours, et c'est ce qui est ressorti de mes interviews, c'est que ce sont des gestionnaires de fonds qui sont très proches des entreprises dans lesquelles ils investissent. Et donc il y a toujours une discussion de fond et pas... et ils ne sont pas coincés, je veux dire, par le système de rémunération qui fait que sinon, bah, effectivement, ils ne se concentreraient que sur les objectifs chiffrés et quantitatifs, et alors ils oublieraient éventuellement des choses qui n'ont pas été déterminées dans le mécanisme de rémunération. Alors, une autre question, et je ne suis pas très familière avec ces abréviations, mais selon vous, si un grand groupe pétrolier investit dans un ESG, garde-t-il son aspect ESG? Alors, peut-être, dis-moi, je suis peut-être la seule à ne pas le savoir, mais ce ESG, oui. C'est quoi? Donc, ESG, ce sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Okay. Et donc, c'est le fait de faire attention à tous ces éléments-là et pas uniquement à la performance financière. Donc, c'est difficile à dire dans le sens où je pense qu'effectivement, chaque étape est bonne à prendre et un grand groupe pétrolier qui fait des efforts, bah, ce seront déjà des efforts. Je vais juste bien la question. Si un grand groupe pétrolier investit, garde-t-il son aspect ESG? Bah, il ne fera jamais un impact positif que pour cette petite fraction de son portefeuille. Donc, bon, quand 95% de son portefeuille, c'est l'extraction intensive, abusive du pétrole, voilà, il aura 5% d'impact positif. Mais je pense qu'on peut décider ce qu'on veut. Maintenant, alors c'est du jugement. C'est aux investisseurs de voir s'ils approuvent cette fraction de ESG ou pas. Merci Isaline. Alors je vois qu'il y a encore une autre question qui peut-être arrive. On va attendre quelques instants. C'est Célestine Dru qui est en train d'écrire sa question. Peut-être un petit mot, alors le temps que sa question arrive, sur ton expérience justement avec les ERA Awards et le fait de présenter ton travail dans ce cadre-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu en as retenu? Moi, ce que je trouve très très chouette, et finalement c'est pas lié du coup uniquement à mon travail, mais c'est le fait que les ERA Awards récompensent des mémoires axées développement soutenable, mais dans plein de domaines différents. Et donc c'est génial, on a eu l'occasion de découvrir d'autres jeunes intéressés par les mêmes thématiques, mais appliqués dans des domaines hyper différents et hyper complémentaires, parce que je le disais, la finance, c'est nécessaire parce que à partir du moment où on décide que l'argent sera redirigé vers des projets plus soutenables avec un impact plus positif, bah, c'est un des éléments qui permettra de faire la différence, mais il y a toutes les autres dimensions. Et voilà, on a vu des mémoires en architecture, dans plein de domaines, et donc c'est la combinaison de la santé la semaine dernière, et c'est la combinaison de tout ça qui fait que on aura un écosystème plus sympa pour les générations futures. On l'espère. Alors, une dernière question ici, donc de Célestine qui était en train d'écrire. Selon vous, est-ce que Danone sera un jour un groupe labellisé B Corp? Et si oui, est-ce que d'autres grands groupes suivront ce mouvement? Donc, le label B Corp, c'est pour les entreprises qui respectent justement ces fameux critères ESG. Maintenant, ils ont défini eux-mêmes toute une série de critères qui sont bien faits, qui, je pense, dans les entreprises qui s'engagent à avancer vers le label B Corp. Alors, est-ce que Danone le sera un jour? Ben, ce serait très chouette, parce que si des grosses entreprises comme ça font vraiment les étapes nécessaires, ce serait un grand pas en avant. Mais c'est vrai qu'ils ont peut-être moins de flexibilité. C'est peut-être plus, ils viennent de plus loin, je dirais, qu'une entreprise qui se crée avec déjà toutes ces valeurs environnementales, sociales et de gouvernance. Mais ce serait chouette. Effectivement.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a des questions qui arrivent, mais on va peut-être devoir se limiter aussi à un moment Oui. donné. Merci, Isaline.